Merci d'être venus à tous les deux. Vous venez de passer 2 heures dans le train ensemble. C'est possible. Vous avez parlé de quoi, ou plutôt de qui? Ah non. On a parlé beaucoup de ce texte et il se trouve qu'il y avait dans le train un universitaire et avocat qui est spécialisé en droit du travail et qui est Jacques Barthélemy et qui est un... Oui, qui est un avocat. Son rapport a été au démarrage de... Voilà, un avocat de Clermont-Ferrand. Et donc nous avons échangé avec lui et c'est vrai qu'on a parlé pour la moitié du voyage de ce texte et de la situation politique et sociale qu'il produit. Qui est probablement le mouvement de réaction, d'incompréhension et de protestation de grande ampleur, le plus grande ampleur pendant cette période, pendant ce quinquennat. Donc on est, c'est vrai, dans un moment ultra sensible pour beaucoup de Français qui, sans être forcément défenseurs de l'immobilisme, du statu quo, qui ont envie de vraies réformes utiles et justes, et qui là ont le sentiment que celle qui est préparée est à la fois anti-économique et également très insécurisante, angoissante même pour beaucoup d'entre eux, et pour leurs enfants aussi. De réforme du travail, oui, vous aviez été, il y a presque 20 ans, vous étiez rapporteur de la loi sur les 35 heures, dans un gouvernement auquel vous apparteniez à l'époque. Et dont Martine Aubry était la ministre du Et dont Travail. était la ministre, et vous partagez ce sentiment sur le... Moi, je suis partagé par rapport au texte. Il y a une partie de ce texte, on en discutait justement dans le train, qui est une partie qui est parfaitement, au moins discutable. C'est à partir duquel il peut s'engager un débat, qui est la question de savoir si on laisse plus de place à la négociation, et dans la négociation sociale, plus de place à la négociation d'entreprise. Ça fait partie d'un vrai sujet, puisque depuis des années, on dit que la loi intervient dans trop de domaines, et j'en ai fait l'expérience dans la loi sur les 35 heures, on a été amené à intervenir jusqu'à la définition de la pause casse-croûte, qui n'était peut-être pas forcément le rôle du législateur. Bon, ça, c'était le résultat d'une histoire. Donc, rediscuter de ces aspects, de la place de la négociation, je pense que c'est un vrai sujet. Bon. On pourrait s'interroger sur le calendrier, parce que ça arrive à un an des élections, enfin, ouvrir ce débat, il y avait plusieurs rapports qui l'ont proposé. Et puis, il est venu s'ajouter à ce texte toute une série d'autres dispositions dont on n'a pas très bien compris ce qu'elles venaient y faire. Elles étaient sans doute à l'origine prévues dans une future loi Macron et qui portent là sur des sujets qui sont extrêmement sensibles symboliquement. Puisque la SAFDT, puisque même Laurent Berger est allé jusqu'à dire que certains aspects de ce texte étaient à la fois scandaleux et inacceptables. Il n'y a pas l'habitude de Laurent Berger de s'exprimer d'une manière aussi au plafonnement des indemnités prud'homales, bien entendu. Donc, et on n'a pas très bien compris comment ces dispositions pouvaient être intégrées dans le texte sans avoir été préalablement débattues et avec les partenaires sociaux et avec la majorité. Donc, sur cette partie-là du texte, les choses sont évidemment très très difficiles à accepter. On peut comprendre que s'ouvre une réflexion. Moi, je serais le dernier à dire qu'il n'y a pas à s'interroger sur certaines règles qui peuvent alourdir le fonctionnement des petites entreprises et qui peuvent leur créer des soucis. Mais s'il s'agit de trouver un équilibre entre les besoins des salariés et les besoins de l'entreprise, on n'est pas à ce niveau d'équilibre avec le texte, qui quand même affaiblit au contraire la possibilité, me semble-t-il, de trouver cet équilibre. Et justement, dans un équilibre, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Est-ce qu'il y a quand même des choses positives que vous trouvez l'un et l'autre à ce projet de loi? On peut à la marge trouver une ou deux dispositions, notamment pour les travailleurs détachés, par exemple, qui viennent d'autres pays de l'Union européenne. Il y a sans doute, mais très franchement, je pense que le texte subit avec justice deux types de critiques. Il y a les dispositions toxiques qui sont dangereuses pour les salariés. J'en cite 3. La discussion dans les entreprises sur la majoration des heures supplémentaires va conduire à passer dans beaucoup d'entreprises d'une majoration au-delà de 35 heures de 25 à 10%, ce qui est une perte de pouvoir d'achat et de fait un effacement des 35 heures, puisque si elles sont faiblement majorées, on aura davantage recours aux 35 heures, donc perte de pouvoir d'achat pour les salariés qui sont dans l'entreprise, et probablement, pour ceux qui voudraient y rentrer, notamment les jeunes, une difficulté supplémentaire, puisque dans une entreprise de grande taille, plus on fait des heures supplémentaires, moins on embauche. C'est une expérience qui est assez répandue.
Donc premier point toxique. Le second, c'est le plafonnement des heures des indemnités prud'homales pour les licenciements abusifs et injustifiés. Ça, il faut le souligner 3 fois, parce que souvent, les défenseurs de ce texte, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns, disent qu'il est important que les entreprises aient de la visibilité sur les indemnités prud'homales. Là, ce dont il s'agit, ce sont les licenciements abusifs et injustifiés. Ceux-là même que nous voulons, a priori, en tout cas pour ma part, nous souhaitons prévenir, dissuader et empêcher. Et là, on va, au contraire, en donnant une certaine visibilité, plus que n'en donne la jurisprudence, on va faciliter le recours à ce type de licenciement. C'est quand même un droit de licencier qui est en train de se mettre en place. Parce que si le plafonnement est connu, quel que soit son niveau, très franchement, on donne une facilité supplémentaire. Et la troisième disposition, qui est elle, massive et inquiétante, ce sont les conditions du licenciement économique. Et là, il y a 2 problèmes. Le premier concerne les critères du licenciement économique. Ils vont être facilités. La situation du chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise va être prise en compte dans des conditions quand même très laxistes. Et dans celle des entreprises qui veulent jouer avec leur compte, on peut faire beaucoup de choses là pour rendre optiquement moins contestable le licenciement. Et le deuxième aspect, c'est la responsabilité des groupes et des filiales. C'était déjà un débat très dur qu'on avait eu avec Macron dans sa loi. Qui rendait moins responsables les groupes à l'égard des filiales. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut arriver à licencier dans une filiale dès lors qu'on ne met pas le groupe en responsabilité l'évaluation de la situation de la filiale. Même dans des pays différents. Voilà, dans des pays différents. Alors, bon, ça c'est la... Pardon, je suis un peu long, mais... Non, j'ai l'habitude. Bon, voilà, je termine très vite. Ensuite, il y a ce qui manque dans la loi. Et là, il y a 2 choses qui manquent terriblement dans la loi. Et ensuite, on rétablira le temps de parole. Il manque terriblement dans la loi 2 choses. La première, c'est ce qu'on peut appeler la contrepartie de sécurité. La sécurité sociale professionnelle, qu'est-ce qui se passe entre 2 périodes d'emploi, comment le chômage est accompagné, comment la formation est massivement utilisée pour permettre de retrouver un emploi. Et le dernier point qui est également un manque terrible, c'est les nouvelles protections dans la nouvelle économie, et notamment l'économie numérique, l'ubérisation, etc. Mais je développerai plus tard, où Gaëtan Gors le fera. Il y a justement une question, parce qu'on a l'impression que, et c'est vous qui l'avez dit, je crois aussi, que c'était toujours les mêmes recettes qui étaient resservies, concernant des recettes libérales en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de nouveau? Parce que la question, c'est quand même la lutte contre le chômage. Et qu'est-ce qu'on pourrait apporter de nouveau? Qu'est-ce que notre société peut créer comme nouvelle législation ou comme apport pour justement inverser cette fameuse courbe? La gauche est-elle condamnée à aller chercher des solutions dans les politiques libérales? Est-ce qu'elle n'a pas autre chose à inventer pour lutter en tant que... Tu engages? Oui, non, très volontiers là-dessus. Mais bon, c'est vrai qu'on utilise des recettes, c'est ce qu'on met en place depuis 2-3 ans, qui ont déjà été utilisées avec un résultat très modeste. C'est-à-dire qu'on connaît le discours du MEDEF sur baisser les cotisations sociales et on créera des emplois. C'était déjà un discours tenu par le père de M. Gattaz à l'époque de François Mitterrand, et c'est un discours qu'on retrouve encore aujourd'hui avec des résultats qui sont forcément très modestes, parce qu'on sait bien naturellement que les entreprises, pour créer des emplois, prennent en compte un ensemble de facteurs, et que le premier facteur, c'est la dynamique des marchés, la dynamique économique. Et ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est cette dynamique économique. Donc le premier sujet sur lequel il faudrait se pencher, et ça fait plusieurs années qu'on est quelques-uns à le réclamer, parfois avec des solutions différentes, mais en tout cas toujours dans le même esprit, c'est de soutenir l'activité économique, à travers d'ailleurs une opportunité formidable que l'on a aujourd'hui, qui est la transition énergétique, la transition écologique. C'est-à-dire que l'investissement dans ces domaines, aider nos entreprises, notamment celles qui sont dans les secteurs les plus délicats, les plus polluants, à renouveler leur mode de production, à renouveler leurs investissements, avec l'aide naturellement de la collectivité nationale, ce qui soutiendrait l'activité, c'est une double démarche qui pourrait être évidemment très utile. Si on ne fait pas cet effort de soutien à l'activité, c'est difficile de créer de l'emploi. Malheureusement, les choses sont assez simples à comprendre. Sur la question du droit du travail,
Il y a une idée dont il faut également se séparer, qui est une idée qui n'appartient pas au répertoire traditionnel de la gauche. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais il faut vérifier alors si elle fonctionne. C'est l'idée que ce serait le code de travail qui empêcherait de créer de l'emploi. C'est vrai que certains employeurs peuvent avoir, notamment les petites entreprises, des hésitations à créer des emplois et se poser la question de savoir si le fait d'atteindre un seuil, les difficultés éventuelles d'un licenciement, quand on regarde la jurisprudence, plus de mal. Bien sûr, ça existe, mais malheureusement, ça existe à la marge. On n'a aucune étude, y compris celles qui ont été menées par l'OCDE, qui à un moment donné défendu cette idée qu'elle a abandonnée, de la flexibilité. On n'a aucune étude qui montre, sérieuse, économique, qui montre que la libéralisation des règles du travail crée de l'emploi. Et si en Allemagne, on a eu à travers les fameuses lois Hartz, dont le gouvernement s'inspire un peu quand on relit le texte, et surtout les déclarations du Premier ministre, on voit bien quand même qu'il y a l'idée de s'inspirer de ce qu'a été la politique de gouvernement social-démocrate en Allemagne. En réalité, ce qui a permis de créer de l'emploi en Allemagne, ça a été une négociation d'entreprise, certes, mais centrée sur l'emploi et les salaires. C'est-à-dire qu'il y a eu une capacité à mener sur un même plan, par la négociation, une politique salariale et une politique d'emploi, un immense effort de formation, en particulier dans les secteurs qui étaient en difficulté, dans lesquels il y avait des problèmes de reconversion. Ça a joué un rôle considérable. Et puis évidemment, la capacité en Allemagne de mobiliser les outils de l'apprentissage. Les éléments qui ont fonctionné, ça a moins été des éléments de flexibilité, avec des mesures structurelles. Par exemple, l'État a repris en main en Allemagne la formation des salariés, notamment des salariés des petites entreprises. L'Allemagne, ils ont pris cette règle pour ne pas laisser les salariés dans des secteurs d'activité en difficulté à l'abandon, comme on le connaît sur nos territoires, où quand on licencie des gens, ils ont souvent un savoir-faire, mais qui est limité à un secteur parce qu'on ne les a jamais formés, et leur chance de pouvoir se réinsérer sur le marché du travail est très faible. L'Allemagne a traité cela. Donc quand on dit les réformes hard, c'est les bas salaires, la flexibilisation des droits du travail allemand, non, c'est pas ça qui a produit des résultats. Ce qui a produit des résultats, c'est les mesures structurelles. C'est celle-là qu'il faudrait aujourd'hui mettre en œuvre. Il y a beaucoup plus de choses à faire à travers ce qui a été annoncé en janvier, même si c'est trop limité. Qu'à travers ce qui nous est promis dans la loi. Je pense qu'il s'agit, je vais dire les choses de manière peut-être un peu péjorative, mais je pense qu'il y a une opération médiatique qui consiste à essayer de démontrer qu'il y a une volonté au fond de moderniser et de réformer la société française. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que nous sommes dans la société française, avec ses traditions syndicales, sociales, économiques. Nous ne sommes pas la société allemande, nous ne sommes pas la société scandinave. Et donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire à un rythme différent. Et si on veut mener des réformes, ce n'est pas en fin de mandat, c'est en début, c'est avec des objectifs clairs, et ce n'est pas en reprenant le discours des autres, c'est en inventant son propre discours. Alors oui, la gauche, elle a besoin de se moderniser, ça j'en suis convaincu. Mais en restant fidèle à des valeurs, sinon c'est plus la gauche, ce serait la même chose pour la droite. Si elle change sans rester fidèle à ses valeurs, si elle va au Front National, comme une partie est tentée de le faire, ben c'est plus la droite, c'est le Front National ou c'est l'extrême droite. Donc et c'est ce travail que la gauche n'arrive pas à faire. C'est malheureusement ce que j'essaie de dire depuis des années, j'ai écrit des livres là-dessus. Pourquoi est-ce que cette gauche ne prend pas le temps, elle a eu le temps dans l'opposition d'ailleurs, ça c'est une question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas le temps l'opinion lui en a donné, les électeurs lui ont donné l'opportunité pendant 10 ans, j'espère que ça ne va pas recommencer, de justement refonder un peu sa pensée, et notamment sur le terrain social où les choses ont considérablement changé en France depuis 30 ans, contrairement à tout ce qui est dit. Je finis là-dessus, sinon je vais en faire le même reproche que je faisais à Christian, de sa part. On dit que la France est irréformable. Regardez les changements qui sont intervenus dans ce pays depuis 30 ans, ils sont considérables. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été assumés politiquement, qu'ils n'ont jamais été conduits d'une manière précise. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens sont inquiets de la résistance, parce qu'ils savent que les choses ont changé, et pas forcément dans le bon sens, par exemple sur la précarité. Et donc quand on leur promet des changements, ils se demandent est-ce que ça va être les mêmes qu'avant, c'est-à-dire sans qu'on nous les explique et sans qu'on en bénéficie, ou est-ce qu'enfin ça va être expliqué, assumé et dans la mesure du possible négocié. Vous avez parlé d'opération médiatique, c'est pas un chant du cygne aussi, non, de la présidentielle? Je veux bien vous répondre, mais en donnant écho également à la question précédente. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une malédiction à ne pas pouvoir réformer, ou est-ce qu'il y a une malédiction à ce que la gauche soit condamnée à recycler les idées de la droite? Bon, moi, j'aime bien partir de l'expérience pratique concrète dans la Nièvre ou ailleurs, en tout cas dans les entreprises. Qu'est-ce que nous disent les chefs d'entreprise quand on les rencontre ici et qu'on les écoute? Ils nous disent, avant même de nous parler de droit du travail ou même de cotisation sociale, fiscale, etc., ils nous parlent de deux choses. Bon, ils parlent bien sûr de la situation économique générale, ce qu'on appelle le carnet de commandes, mais ils nous parlent de deux choses. Ils nous parlent de la formation, notamment la formation des jeunes, et de leur difficulté
à stabiliser les jeunes dans l'entreprise, et il nous parle de l'accès au crédit, malgré la création de la Banque publique d'investissement. Et donc, pour répondre à votre question, et aussi à la vôtre, parce que je pense que même 14 mois avant la fin de ce quinquennat, on pourrait, sur ces deux piliers-là, agir de façon très volontariste. Et ce sont des réformes, avant même d'être de gauche, je pense que ce sont des réformes qui seraient efficaces. Parce que, encore une fois, on peut avoir des idées, des convictions, des valeurs, mais l'économie, c'est aussi la recherche de solutions qui marchent. Je parle comme Blair, là. Oui, mais je le fais à partir, bien sûr, mais je le fais à partir de principes et de valeurs. Et j'ai jamais pensé que c'était incompatible, justement. J'ai jamais pensé que la réussite économique des réformes qu'on proposait nous conduisait inévitablement à flirter avec la doctrine libérale. Je pense là, sur ces deux piliers-là, la formation initiale et la formation tout au long de la vie, d'une part, c'est-à-dire faire en sorte que dans ce pays, les besoins de l'économie et l'offre de formation se rencontrent. Parce qu'aujourd'hui, elles sont encore très loin, trop loin. Et d'une manière générale, là, c'est vrai qu'il est insupportable de rencontrer des chefs d'entreprise, mais là pour le coup ça n'est pas de leur fait ou de leur faute, c'est insupportable d'entendre qu'on ne trouve pas des salariés dans toute une gamme de métiers pour lesquels des formations existent, mais parfois sont dans d'autres régions, où le lien entre la formation et l'entreprise ne se fait pas suffisamment, où le lien entre les salariés disponibles et les entreprises ne se font pas non plus. Vous voyez, je prends un exemple, quand vous allez dans l'entreprise Ponge à Guipy, et qu'on vous dit c'est difficile de trouver des soudeurs ou des chaudronniers, alors que Forestia a laissé partir, à 40 km de là, a laissé partir depuis 10 ans des centaines de gens qui ont ces métiers-là ou qui pourraient être reformés vers ces métiers-là, on se dit là, l'appareil public qui permet la rencontre entre les demandes des entreprises, les aspirations des salariés et la formation ne fonctionne pas. Ça, pour moi, c'est majeur. Et ce n'est pas le code du travail. Ça n'a rien à voir avec le code du travail. La deuxième chose, c'est l'accès au crédit, pour beaucoup de raisons qu'il serait long de rappeler. Les banques sont peu enclines, en particulier dans des territoires comme les nôtres, à aller au-devant des entreprises. Les entreprises courent derrière le crédit. Nous avons créé la Banque publique d'investissement après 2012. Et quand on interroge les chefs d'entreprise, c'est vrai, on a le sentiment qu'elle n'est pas toujours présente et que quand elle est là, elle est à des taux qui sont parfois plus élevés que le système bancaire traditionnel. Bon, ce qui pose quand même problème. Bon, voilà les leviers sur lesquels on peut jouer sans avoir à perdre des mois ou des années sur le code du travail et sans avoir à provoquer une nouvelle fois des déchirures dans le pays, parce que c'est ce type de proposition qui insécurise les générations au travail, comme les générations qui vont arriver, c'est-à-dire les jeunes aujourd'hui. On voit bien dans le monde lycéen, dans les lycées professionnels et l'enseignement supérieur aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une très grande inquiétude à l'égard de cette loi. Parce que les gens qui ont 18, 20 ans aujourd'hui, ils savent très bien que c'est le code du travail, ça va être aussi leur quotidien. Et s'il est mal réformé, ils en seront les premiers précaires. Donc voilà, on n'est pas condamné à épouser les thèses les libérales les plus extrêmes. Donc chant du cygne, je ne sais pas, testament du Premier ministre, je ne sais pas non plus, mais en tout cas, je considère qu'il était normal que de tous les horizons, citoyens, syndicaux, politiques, il y a des voix qui s'élèvent pour dire elles sont nombreuses, stop. Vous êtes de ceux qui avaient participé un peu à cette pétition aussi au lancement. On est à près de 800 000, je crois. Il y aura 1 million, de signatures avant la fin de la semaine. Ouais. Ce qui est considérable. Et on s'élancera vers le 2e million. Voilà. Vous disiez que le testament du Premier ministre n'était pas souhaitable, mais pourtant il y a des rumeurs qui courent encore aujourd'hui là, de son éventuel départ de Matignon. Je crois que ce serait pas une bonne chose d'ajouter des problèmes, d'ailleurs c'est probablement ce qui le conduira à rester, même s'il peut y avoir des désaccords. C'est pas souhaitable d'ajouter des problèmes institutionnels, politiques, de fonctionnement de la machine aux problèmes auxquels on est confronté.
À l'évidence, sur ce texte, il y a une mauvaise voie qui a été prise. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai indiqué, on a voulu rajouter, notamment des dispositifs qui venaient de la loi Macron, la deuxième loi Macron, dans ce texte. Et c'est ce qui a créé probablement ce cocktail un peu indigeste qui a fait réagir même les plus modérés. Je citais la CFDT. Est-ce que c'est un texte sur lequel on doit juger le gouvernement et éventuellement en tirer un certain nombre de conclusions? C'est-à-dire que ça, c'est évidemment au gouvernement de faire en sorte que le rassemblement redevienne possible, c'est-à-dire que sa majorité puisse se reconstituer autour d'un texte qui corresponde mieux à ce qu'est la vocation de cette majorité, à ce qu'est le sentiment des gens qu'elle représente. Je conçois que c'est un défi, mais enfin, il ne me paraît pas impossible à atteindre, et c'est souhaitable. Parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Il faut jamais qu'on oublie que derrière, il y a un système politique qui est en crise, il y a une extrême droite qui monte, il y a une interrogation très forte de nos concitoyens sur la capacité des politiques à apporter des réponses. Et donc, si on vient rajouter des crises politiques ou politiciennes à ces questions, je pense que ça profite toujours aux mêmes, et qu'on a déjà enclencher un mouvement et on ferait que l'accentuer. Donc, espérons plutôt que chacun va se ressaisir et reprendre les sujets qui est de la lettre. Pardon, que la demande de retrait de ce texte, que je confirme pour ma part, plus que la demande de démission de tel ou tel, c'est la demande de retrait de ce texte pour le réécrire en profondeur. C'est pas pour, encore une fois, se plaire dans l'immobilisme, la nostalgie ou le statu quo. C'est pour le réécrire, pour le purger de ce qui est à la fois inutile et insécurisant, et de mettre en place une réforme du Code du travail. Moi, j'ai toujours dit, par exemple, que si on pouvait le simplifier à droit constant, cette démarche, elle était entendable. Et d'ailleurs, Robert Badinter, quand il a rendu son rapport, avait parlé de simplifier à droit constant. Bon. Et surtout, pouvoir y rajouter des protections nouvelles, je l'ai dit, il y a le domaine de l'économie numérique, il y a la sécurité sociale professionnelle, sur lequel nous avions travaillé pendant 10 ans, parce que moi je pense qu'on avait préparé des réformes de cette nature-là, et notamment sur la sécurité sociale professionnelle, sur lequel il y a 15 ans de production syndicale et politique, avec des choses tout à fait, de mon point de vue, tout à fait intéressantes. Et puis, il y a aussi il y a énormément de précarité. Enfin, la question des CDD, puisque les CDD aujourd'hui, c'est 80-90% des nouveaux contrats. Donc ça concerne directement les jeunes, même si la majorité des contrats sont encore, et heureusement, des CDI. Mais freiner le recours à des contrats précaires, c'était aussi un engagement. Et le marché du travail est encore plus chaotique. Donc la question de la manière dont on dissuade d'une précarité excessive nous est quand même posée à cet égard, alors je me trompe peut-être, je passe sous ton contrôle, mais a été voté par cette majorité en tout début une disposition qui fixe un seuil minimal d'heures pour recourir à un CDD à temps partiel, par exemple, de 24 heures. Oui. Disposition qui a été votée, je pense, il y a 2 ou 3 ans. Et que ce texte propose de supprimer. Il revient cette disposition d'un seuil minimum pour le temps partiel. Oui, et puis il y a le sujet des 3 CDD aussi, puisque, qui ont été rajoutés. Donc là, aujourd'hui, il y a dans ce pays déjà beaucoup de flexibilité, oui, beaucoup de précarité, beaucoup de CDD, et en rajouter, sans mettre en face un effort massif de sécurité, comme d'autres l'ont dit, c'est de la flexi-précarité. Et je pense que, moi je suis quand même sensible aussi. Bien sûr, il y a les articles de ce projet de loi, il y a les dispositifs juridiques sur lesquels on débat de façon très précise, les spécialistes le font, etc. Mais la question qui est quand même posée, c'est quel est globalement le modèle social français que l'on veut pour demain, qui n'est pas celui de 1945, ni celui de 1981, qui n'est ni le modèle allemand, ni le modèle anglais, ni le modèle danois. Gaëtan Gors avait raison de dire que chaque pays, sur ces questions-là, est aussi tributaire de son histoire sociale, de son histoire du droit social qui s'est construit en un siècle. Et on n'a pas de page blanche, même si le monde va très vite, que ça s'accélère, qu'il faut réformer. On n'écrit pas une page blanche, évidemment. Et donc un modèle social qui se résumerait, parce que c'est quand même ce qui est derrière ce texte, par travailler plus,
gagner moins, licencier plus facilement, ne peut pas être le nôtre. Moi, je n'ai pas été élu en 2012. Gaëtan Goers se prononcera pour sa part. Moi, je n'ai pas été élu pour promouvoir ce modèle-là et pour voter des lois qui dessinent ce modèle-là. J'ai été élu, comme d'autres, comme cette majorité, après l'élection du président de la République, pour que dans ce pays, on prenne des décisions efficaces sur le plan économique et qui n'inversent pas la courbe du progrès. Or là, on est en train de, vraiment, pour la gauche, on est à contre-temps, à contre-emploi, à contre-courant, et c'est ce qui crée d'ailleurs, c'est vrai, un débat très dur en ce moment au sein du Parti Socialiste. Pour comprendre les réactions, mais pour comprendre les réactions aussi très dures, donc Christian vient de se faire l'écho et qu'on retrouve aussi chez beaucoup de militants, il faut bien voir aussi que tout ce que nous avons défendu comme idée pendant les 10 ans d'opposition, notamment sur les différentes lois Fillon, on y faisait allusion dans le train tout à l'heure, c'est exactement pour une part ce qu'on retrouve dans le texte qui nous est présenté aujourd'hui pour une part. C'est-à-dire que le premier qui a commencé à dire il faut encourager les négociations d'entreprise, très bien, mais il faut le faire par dérogation aux accords de branche ou à la loi, ce qui commence déjà à poser d'autres types de problèmes, c'est Fillon, et on s'y est opposé. Le premier qui a essayé d'élargir le forfait jour, qui fait qu'on ne compte plus la durée du travail sur la journée ou sur la semaine, à d'autres catégories que les cadres ou avec les contreparties qu'on avait prévues, c'est la loi Fillon, et on le retrouve aussi dans ce texte. Donc, il faut comprendre qu'il y a une sorte de stupéfaction d'un certain nombre de spécialistes, y compris du sujet. Vous disiez que moi j'ai beaucoup travaillé ces questions pendant ces 10 années. Ben justement, ce n'est pas du tout les solutions qu'on préconisait quand on était dans l'opposition. Il y a aussi un problème de crédibilité par rapport à ça. Je vais ajouter un deuxième point, c'est qu'il y a aussi un vrai problème par rapport à ce texte, c'est qu'il court le risque, s'il n'y a pas rapidement la compréhension de ce qui est en train de se passer, de coaliser autour de ce texte contre le gouvernement toute une série de mécontentements qui existent dans le pays. Parce qu'on cesse d'alerter là-dessus depuis des années, depuis au moins 2013. Le mécontentement qui accompagne, ou l'incompréhension qui a accompagné certains choix politiques qui ont été faits depuis cette période, finalement, est en train de... Voilà, ça peut faire une sorte de masse critique qui peut devenir extrêmement dangereuse pour la stabilité. Toute l'instabilité qui... Je redoute que ce gouvernement, peut-être aussi d'ailleurs la droite, vu le ton qui est le sien, qui est un ton très agressif et pas très constructif, sous-estime le degré de mécontentement et de capacité de réaction de gens qui, dans tous les milieux, là pour le coup, petits patrons, salariés, agriculteurs, etc., commencent à exprimer une forme de ras-le-bol. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas jouer avec ça. Et si on doit engager des réformes de fond, il faut prendre le temps à la fois de comprendre ce qu'est la société, de discuter et d'avoir des objectifs clairs. Sinon, je pense qu'on court le risque même de provoquer des réactions qui n'attendront pas les élections. C'est pour ça que... en dépit de ce qu'on peut parfois nous reprocher peut-être dans la vigueur des idées ou parfois des critiques que nous portons, en fait, ce que nous regrettons profondément. Avec des nuances pour les critiques que nous portons. Oui, bien sûr. Une temporalité qui appartient à chacun. Mais ce qui est évident, c'est que nous sommes demandeurs d'un compromis social. Or là, ce n'est pas un compromis social qui est en train de se jouer. C'est en fait un deal, un accord entre le gouvernement et une partie du patronat, plutôt les grandes entreprises d'ailleurs, contre l'ensemble du monde syndical, pour des raisons certes différentes. Ce que dit la CFDT n'est pas ce que dit la CGT ou Force ouvrière, etc. Mais il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu même d'accord minimal. Beaucoup des dispositions les plus inquiétantes sont arrivées au dernier moment, avant que le texte soit examiné au Conseil d'État. Il n'est toujours pas examiné au Conseil des ministres, ce qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que la France s'enflamme à propos d'un texte qui n'est pas encore passé au Conseil des ministres, parce que la nature du dialogue social qui a prévalu était insuffisant. Et ce n'est pas en 15 jours qu'on va rattraper le temps perdu. C'est ce qui est aujourd'hui peut-être le plus grave, qui relève vraiment de ce que j'appelle la défaillance démocratique. C'est-à-dire l'incapacité à avoir une démocratie sociale où on fabrique du consensus, ou en tout cas des accords, sur des points importants entre les organisations syndicales et patronales, avec l'État en arbitre. Parfois, la capacité de l'État à dire aux partenaires sociaux, bon là, vous êtes coincés, nous, on va avancer un peu plus vite.
Bon, ce qu'il faudrait faire sur la formation professionnelle, par exemple, qui est un sujet qui est enlisé depuis très longtemps. Bon, et ça, on n'est pas du tout là-dedans. On est devant une démarche très verticale, qui a un petit côté bonapartiste, où on arrive avec un texte, on menace du 49.3, encore une fois, avant même le Conseil du ministre et le début du débat parlementaire. Ça crée une ambiance, et je rejoins ce que disait Gaëtan Wurst, qui est à la fois anxiogène et qui, si on n'y prend pas garde, interroge sur la capacité à gouverner de ceux qui se comportent ainsi. Voilà, j'en dis pas plus, c'est déjà, me semble-t-il, assez clair et assez grave. Vous arrêtez que sur le texte, on avait une petite nuance toute simple. Mais je considère que la partie sur la négociation, ce qui a été proposé, qui est le résultat du travail qui a été fait avec Badinter, etc., n'est pas à rejeter. On pourrait conserver ce texte uniquement avec ces dispositions-là, qui avaient d'ailleurs leur cohérence. Et que sur la question qui touche à la réforme du droit du travail plus en profondeur, déjà c'est ce qu'on confie au texte. C'est-à-dire que c'est compliqué quand même d'anticiper, alors qu'on dit qu'on confie à la négociation. C'est quand même compliqué de changer déjà par la loi sur le licenciement, etc., des choses. Et donc je pense qu'on pourrait reprendre le temps de la réflexion sur ces sujets et peut-être pointer sur les questions principales avec un souci d'efficacité sur l'emploi, on en a parlé. On sait aujourd'hui que sur le terrain, par exemple, ça marche assez mal parce qu'il y a trop d'interlocuteurs. Donc l'idée de regrouper autour d'une seule autorité sur les bassins d'emploi les plus mal en point, il y en a malheureusement beaucoup, l'ensemble des services et des moyens qui viennent aujourd'hui de la région, de l'État, du département un peu, des chambres professionnelles, etc., regrouper ces moyens sous une même autorité avec des objectifs partagés sur une période qui puisse être évaluée, ça serait déjà, c'est pratique, ça ne fait pas de grands mouvements de moulinets, etc. Mais ça permettrait peut-être déjà sur un ensemble de terrains d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, on bute quand même aussi sur l'opérationnalité des politiques. C'est rebâtir le service public de l'emploi. Voilà. Oui, parce qu'il y a des dispositifs en plus qui ne fonctionnent pas. On parlait du contrat de génération. Oui, mais qui perdure aussi. Le contrat d'avenir n'a pas donné toutes les promesses. Alors sur le contrat d'avenir, on a parlé récemment. Très franchement, 1600 jeunes en contrat d'avenir. Je faisais le point. On est avec 200 000 habitants. On n'est pas loin des résultats de Paris avec 2 millions d'habitants. Je parlais généralement. Oui, ils sont à peine à 2000. Parce que ça a bien marché dans les départements ruraux, en fait, et beaucoup moins en Seine-Saint-Denis ou à Paris. Bon. Globalement, quand même. Non, honnêtement, le contrat d'avenir, moi je suis capable aussi de faire le tri, je m'efforce de le faire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'était donné rendez-vous pour faire le bilan des emplois d'avenir. Je considère que ça a été, pour la génération qui arrive, qui sort de l'appareil éducatif, qui arrive sur le marché du travail dans une période de chômage de masse, ce type d'emploi aidé par l'État permet une première expérience professionnelle, mais permet aussi de franchir, disons, cette période difficile pour tout le monde, et notamment pour les jeunes. Bon, simplement, il faut que derrière la reprise, la reprise de l'économie permette de les embarquer vers autre chose. Voilà, donc non, là, je pense qu'au contraire, on en aurait fait un peu plus. Vous voyez, on aurait mis un peu plus de moyens sur les emplois d'avenir et sur l'accompagnement en formation des emplois d'avenir. On aurait pu aller plus loin, là. Mais je crois que non, le dispositif des contrats de génération, en revanche, a été plutôt, là, pour le coup, une déception, parce que bon, c'était même très onéreuse, si on en prend la c'est onéreuse, et en même temps, en contradiction avec ce qu'on avait dit avant la campagne, là encore, parce que le président de la République a introduit dans la campagne cette idée de contrat de génération, mais tous ceux qui suivent ces sujets d'un peu près lui avaient dit à l'époque, avant qu'il soit donc président de la République, qu'il était candidat, et c'est le travail qu'on avait fait à l'Assemblée sur le sujet, j'avais été chargé par le président du groupe à l'époque, Jean-Marc Ayrault, de faire une proposition de loi qu'on avait débattue collectivement sur la question de l'emploi des jeunes. On est tous arrivés à la conclusion qu'il ne fallait pas de nouveaux contrats. Parce que d'une part, ça alourdit la tâche des services qui sont du coup mobilisés pour ça et pas pour faire le travail d'accompagnement et de soutien qu'on leur demande. Parce que ça donne une palette entre lesquelles les entreprises soit ne savent pas comment jouer, soit au contraire jouent en fonction des effets d'aubaine. Et ensuite, parce que ça place à chaque fois les jeunes dans une situation de sous-droit commun. Et ce dont il fallait sortir, c'est notre sentiment, il fallait sortir de cette idée qu'il fallait des mesures spécifiques jeunes. Il faut renforcer les mesures existantes pour les jeunes, c'était l'idée qu'on défendait, mais pas des mesures spécifiques jeunes qui en plus les enferment dans ce marché du travail parallèle dont ils n'arrivent plus ensuite à sortir. Donc quand il y a des urgences comme les emplois, les contrats d'avenir, c'est une bonne initiative parce que ça permet d'apporter au monde des réponses, notamment sur les terrains comme les nôtres où c'est difficile, mais de manière plus générale, c'est mobiliser les outils de droit commun en les renforçant. Par exemple, s'il y a des baisses de cotisations sociales à faire, ce serait sur les CDI
CDI jeunes. Ça aurait du sens. C'est-à-dire qu'on embauche en CDI des jeunes, dans ce cas-là, que les cotisations sociales soient abaissées spécifiquement pour les entreprises qui font ce type d'effort en apprentissage, mais ça peut être en CDI, apprentissage. C'est des choses qu'on peut imaginer, qu'on aurait pu et qu'on aurait dû soutenir, ce qu'on avait défendu en 2012. Particulièrement, vous avez signé la tribune, Daniel Cohn-Bendit, la semaine Une dernière. tribune collective, pour tout vous Une dire. tribune collective. Chacun a apporté un bout de sa plume. Où l'on voit que la critique que vous faites du gouvernement Valls, elle dépasse largement les questions économiques. Il est question de l'indécent discours de Munich, il me semble, c'est formulé de cette manière, et de la question de la déchéance de nationalité. On est sur la... Je tiens beaucoup au mot indécent dans ce texte parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe est en train de craquer sous la pression de la crise des réfugiés. Je ne dis pas d'ailleurs sous la pression des réfugiés, je dis bien la pression de la crise des réfugiés. Parce que chacun, humainement, évidemment, fuit son pays à cause de la guerre au Moyen-Orient, en Syrie, en Érythrée et ailleurs en Afghanistan. Donc, mais là, effectivement, aujourd'hui, il y a une crise majeure dans ces pays d'abord et ensuite en Europe. Et je pense qu'on ne peut trouver de solution forte à cette crise qu'en retrouvant une solidarité européenne qui fait terriblement défaut depuis des années, y compris en matière économique. On l'a vu au moment d'une autre crise, l'année dernière, la crise grecque. Et on ne peut retrouver ces formes de solidarité que dans un respect mutuel entre les pays européens et aussi en donnant quand même une direction commune. Et cette direction commune, c'est la France et l'Allemagne, historiquement, qui la donnent. Donc ça a été difficile au moment de la Grèce. Et aujourd'hui, aller donner des leçons sur le sol allemand, alors que l'Allemagne a fait un choix difficile et courageux à la fois, j'ai trouvé que c'était sans doute pas la bonne façon de faire. D'ailleurs, je pense que Jean-Marc Ayrault est en train de réparer les plaies de ce discours. C'est le rôle du ministre des Affaires étrangères, mais ça ne fait vraiment pas avancer les solutions. Et donc c'est vrai, les désaccords avec le Premier ministre, ils sont parfois de forme et de style, mais là, c'est aussi la parole publique de la France sur des questions comme celle-là engage aussi beaucoup. La France est écoutée, et quand elle parle de cette façon-là, elle donne l'impression que elle oublie son rôle, son rang, son message. C'est extrêmement difficile. Je ne sous-estime pas un instant les difficultés concrètes qu'il y a à résoudre cette crise. Mais je n'accepte pas que la voix de la France, puisque quand le Premier ministre s'exprime en France ou ailleurs, c'est aussi il participe de la voix de la France. Je pense que c'était une faute politique. Et justement, ce qui se passe à Calais, parce qu'on entend le ministre, la voix du ministre assez apaisante de M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, et puis on voit ce qui se passe à Calais, où on réveille les gens à 5 h du matin et on les expulse avec des bulldozers. Est-ce que, en tant que socialiste, ça crée pas un petit... N'oublions pas quand même sur Calais que c'est un problème qui est d'abord un problème britannique, mais ils ont eu, entre guillemets, l'habileté, au moment où les accords du Touquet, par les précédents gouvernements de droite, ont été signés, de nous en confier la gestion. Ce qui est quand même un peu compliqué, parce que ces gens-là, qui sont à Calais, dans des conditions déplorables qu'on essaye parfois d'améliorer, heureusement, ils veulent aller en Grande-Bretagne. Pourquoi d'ailleurs ils veulent aller en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni? Parce que, comme l'a dit d'ailleurs Xavier Bertrand, très justement, le marché du travail est un marché du travail beaucoup moins protecteur, et par conséquent, il est beaucoup plus facile pour des gens qui arrivent sans qualification parfois, ou sans maîtrise de la langue, ou sans connaissance sur le terrain, de trouver un emploi dans des conditions qui sont souvent déplorables. Enfin, la mobilisation en direction de la Grande-Bretagne se fait pour cette raison. Donc, on pourrait se demander pourquoi nous continuons à appliquer de cette manière les accords de Touquet. Je comprends bien que c'est difficile à remettre en question.
négociations. Mais il ne faut jamais oublier, quand même, avant de stigmatiser le gouvernement, en général, je ne le ménage pas. Il y a des sujets sur lesquels, moi, je trouve que sa responsabilité, c'est une affaire ingérable pour la France. À partir du moment où le précédent gouvernement nous a mis dans la situation de devoir gérer à la place des Anglais cette affaire, alors que de plus en plus de gens veulent passer cette frontière et qu'on ait le monde de leur tenir, on fait faire à la France le vilain travail. Et c'est compliqué à dénoncer. C'est pour ça d'ailleurs que Macron a eu raison. Vous voyez, je peux même dire des choses positives sur Macron. Il a eu raison de dire que s'il y avait Brexit, si la Grande-Bretagne partait, on mettrait la frontière de l'autre côté de la Manche, parce que franchement, on n'avait plus de raison de solidarité, même si elle est nécessaire. Mais là, je parlais sur la forme aussi. Oui. C'est compliqué à gérer. Je pense que c'est une situation insupportable. Pas seulement pour la gauche, mais d'abord pour les personnes qui le vivent, les migrants, les réfugiés, pour les habitants de cette région, avec un risque aujourd'hui d'opération de lynchage, on a commencé à en voir, donc tout ça est totalement insupportable. Mais je partage complètement l'idée que s'il doit y avoir de la fermeté dans cette affaire de réfugiés, c'est pas à l'égard des réfugiés, c'est à l'égard de ceux qui ne remplissent pas leurs obligations élémentaires. Et ce n'est pas qu'une affaire morale, c'est aussi une affaire de responsabilité internationale. Quand un Érythréen arrive à Calais, il a vocation à être accueilli comme réfugié avec le droit d'asile et en respect des conventions internationales. Et la Grande-Bretagne ne l'accueille pas. La Grande-Bretagne se défausse, comme ça a y compris les membres de même famille. Oui. D'ailleurs, des enfants qui cherchent à rejoindre leur famille. Il y a le problème des mineurs, le problème qu'on connaît en Grèce, qu'on connaît à Calais. Je crois qu'à Calais, on 300 mineurs isolés. Mais donc c'est pour ça, si vous voulez, sur Munich, le discours de Munich, il y avait ça aussi. C'est-à-dire que la fermeté, c'est pas, je le redis, c'est pas à l'égard des réfugiés qui arrivent dans des conditions de désarroi, de situation morale, familiale, de santé terrible. La fermeté, c'est pour M. Orban, qui met des barbelés aux frontières sud de son pays. Et la fermeté, c'est pour M. Cameron, qui ne remplit pas ses obligations internationales. Et ça a pour conséquence que des milliers de gens vivent dans la boue et le froid dans la jungle de Calais. Alors la France doit faire le travail humanitaire, évidemment, c'est engagé, c'est probablement jamais suffisant, mais le fait générateur de cette situation, il est dans l'égoïsme dont fait preuve, et là je rejoins, nous le disons depuis des mois, Xavier Bertrand l'avait dit encore il y a quelque temps, tu viens de le rappeler, bon, donc il y a plutôt unanimité. Alors pourquoi ça ne va pas plus loin? Parce que, effectivement, dans l'ambiance du Brexit, on peut penser que les gouvernements européens, et français notamment, ne vont pas jusqu'au bout de ce qu'il faudrait dire au gouvernement anglais. Bon, c'est aujourd'hui ceux qui en payent les conséquences, ce sont évidemment les familles de migrants et de réfugiés. Vous ne m'avez pas interrogé sur la tribune, Martine Aubry. Vous ne m'avez pas demandé si je l'avais signé. Christian Paul était un des premiers signataires. Je ne l'ai pas signé. Fait désormais les questions. Pourquoi ne l'avez-vous pas Et donc vous allez faire les réponses. C'est une tentation. Non, mais je voulais préciser les choses quand même. Non, je ne l'ai pas signé, je ne la signerai pas. Non pas que j'en désapprouve le fond, parce que je crois que si on devait résumer ce que nous a demandé quand même le président de la République depuis 2012, d'une part, c'est de sacrifier nos territoires avec les baisses des dotations. On a refusé, et on a eu raison, parce que on avait dit exactement le contraire avant 2012, donc on a une parole et on la tient. On nous a demandé ensuite parfois de sacrifier nos principes, et on voit sur la déchéance de nationalité, c'est un sujet extrêmement sensible. Enfin, je fais partie de ceux qui étaient étudiants à l'époque des lois, finissaient même nos études quand on a à l'époque des lois Pasqua, qui était le premier à vouloir toucher à ces sujets de nationalité en touchant à la nationalité de jeunes nés en France, ou plutôt de jeunes venus en France très jeunes et sur lesquels on voulait changer la date à laquelle ils pouvaient accéder à la nationalité. Donc c'est des combats qui ont été identitaires pour une partie de la gauche, qui explique aussi ces réactions. Et puis maintenant, on nous demande de renoncer à des convictions qu'on peut avoir sur le droit du travail. C'est-à-dire que la gauche s'identifie tout de même, pour une part, à l'idée que dans les rapports entre salariés et employeurs, il faut que l'État, la loi, un certain nombre de garanties interviennent pour assurer un progrès social soit partagé. La négociation ne se fait pas d'elle-même, il vaut mieux l'encourager. En tout cas, c'est la situation française. Donc je partage totalement ça sur le fond. En revanche, sur la forme, ça m'a toujours un peu gêné, parce que c'est compliqué d'interpeller le gouvernement de cette manière, mais surtout,
moi je souhaite garder mon indépendance. Je me méfie maintenant beaucoup, Christian le sait, je me méfie maintenant beaucoup, je ne dis pas du tout que c'est le cas en l'occurrence, hein, mais je me méfie toujours beaucoup de l'instrumentalisation qu'on peut faire de cette situation pour des combats internes pour lesquels je désormais la plus grande méfiance. Mais ce qui est important, au-delà de la signature du texte, c'est que l'un comme l'autre, et si on peut avoir des nuances que je viens de rappeler, c'est quand même ça qui nous réunit, c'est que l'attachement à ce département et un certain nombre de principes ont fait qu'on a préféré dans nos votes, dans nos attitudes, et ça coûte beaucoup de critiquer son propre camp et de rentrer dans un conflit de cette nature, même si on ne procède pas de la même façon l'un l'autre, on a préféré les habitants de ce département, les gens qui nous ont élus, les enjeux de ce territoire, à ce qu'on voulait nous faire et voter. Je crois qu'on est resté en phase avec ce qu'on avait dit quand on était dans l'opposition, et ça explique aussi une partie de notre attitude et aussi le fait qu'on soit ensemble là, alors qu'on a eu des désaccords. C'est normal, c'est le débat politique, et notamment dans le Parti socialiste, ça a moins d'importance pour moi aujourd'hui, mais ça a existé. Là, vraiment, on s'est trouvé dans une situation où l'un comme l'autre, on a dû se dire, chacun à notre façon, est-ce qu'on peut raisonnablement aller contre ce que nous avions dit avant, pendant des années aux gens, parce qu'on a quand même fait 10 ans de l'opposition, est-ce qu'on peut voter des textes qui vont, à l'arrivée, affaiblir nos territoires et fragiliser les habitants qui attendent des solutions. C'est quand même ça le sujet. Et donc le problème majeur dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est que quand on est un homme ou une femme de gauche, on se trouve amené à devoir s'opposer à un gouvernement qui est censé, au contraire, les représenter et aller dans cette direction. C'est une situation terrible d'une certaine manière pour celles et ceux qui croient en la gauche. Si vous me permettez, je le redirai à ma façon. Ce que nous vivons ici, ce que nous observons ici, ce qu'on nous dit ici, je prenais l'exemple des entreprises tout à l'heure, mais je peux prendre l'exemple des écoles, des services publics et d'autres, évidemment totalement inspirant pour les combats que nous menons en ce moment. Moi, j'ai jamais pensé qu'il y avait un discours à Paris et un langage dans la Nièvre, ou une réalité ici et puis des solutions différentes là-bas. Et c'est vrai que je vois aujourd'hui un certain nombre de collègues députés dont je sens bien que ce qu'ils disent dans les réunions de groupe à Paris, dans la logique de la discipline du groupe majoritaire sous la Ve République, etc., n'est probablement pas ce qu'ils disent à 300 ou à 1000 km quand ils sont dans leur circonscription, surtout si ces circonscriptions sont des territoires en difficulté. Et à l'inverse, certains disent qu'ils ne sont pas forcément favorables au gouvernement, et quand ils sont à Paris, ils ne disent plus rien. Oui, mais c'est ça. Je ne citerai pas. Moi, j'ai le sentiment qu'on peut trouver une unité d'approche et d'engagement entre ce qui est utile ici et ce que nous disons là-bas. C'est vrai sur la politique économique. Quand nous avons, par exemple, contesté le pacte de responsabilité, c'est parce qu'on voyait bien que les entreprises qui étaient aidées n'étaient pas forcément celles qui avaient envie d'investir ou d'embaucher. Bon, aujourd'hui, si on prend le terrain de l'agriculture, moi je pense que le gouvernement a tenté de répondre dans l'urgence, avec un plan d'urgence, etc. Mais le sujet aujourd'hui, il est très clair. Comment on fait plier la grande distribution et les grands industriels de l'agroalimentaire pour protéger davantage les producteurs. Alors nous, on est sur les excès du libéralisme, clairement. Et donc, il faut toujours partir des réalités qu'on côtoie pour essayer d'avoir une réponse politique qui est parfois globale. Parce que pour le coup, le problème de l'agriculture, on peut faire d'excellentes choses dans la Nièvre, mais c'est vraiment un sujet national et européen. C'est pas une question d'aujourd'hui. C'est un petit peu la non, même mais question aujourd'hui, c'est la gauche qui est au pouvoir. Mais depuis 4 ans. Et évidemment, oui, évidemment. Mais je peux vous dire, par exemple, que sur certaines questions où il faut davantage de régulation en matière agricole, nous avons fait des propositions, par exemple, pour le foncier.
Aujourd'hui, le foncier agricole est distribué dans des conditions qui favorisent l'agrandissement des exploitations, quitte parfois d'ailleurs à les rendre non viables, parce qu'à force de s'endetter, quand les prix baissent, le modèle économique explose. C'est ce que vivent d'ailleurs beaucoup d'agriculteurs nivernais, y compris d'excellents professionnels, mais qui se sont tellement endettés que quand les prix baissent, eh bien, sur le foncier, par exemple, il y a des propositions que nous avons faites au moment de la loi d'orientation agricole, d'ailleurs en accord avec les jeunes agriculteurs, qui n'ont pas été réellement reprises, et aujourd'hui, on en paye le prix. Bon, je fais cette parenthèse parce que parce qu'il y avait le salon de l'agriculture cette semaine, parce que c'est notre département, parce que c'est notre département, et parce que un plan social dans l'agriculture, c'est comme un plan social dans l'industrie, c'est quand même des vies brisées ou provisoirement dans la galère, quand même. Hein. Donc, voilà, et là, je pense que là aussi, il faut avoir le courage de dire clairement que le marché ne peut pas tout. Et que peut-être ce qui nous distingue d'autres dans le débat politique français-européen, c'est que nous considérons qu'on ne peut pas demander à l'État de régler tous les détails de la vie des entreprises, mais le marché lui-même ne peut pas tout. Et qu'il y a des domaines, et c'est évident dans l'agriculture en ce moment, que si on n'invente pas des régulations, on ne pourra pas sortir la tête de l'eau. Je reboucle avec le sujet sur le Code du travail. De la même façon, il faut être beaucoup plus offensif à un moment où l'économie est radicalement transformée par le numérique pour faire en sorte qu'il y ait des protections qui correspondent justement. C'est là où Manuel Valls se trompe en nous taxant de passéistes. Je pense que nous sommes justement dans cette modernité-là, cette modernité qui n'est pas rose, qui est brutale, bien souvent. Quand vous avez des dizaines de milliers, des centaines de milliers progressivement de personnes qui sont externalisées des entreprises ou qui ne sont pas embauchées parce qu'on les maintient dans un statut d'auto-entrepreneur. Pas l'auto-entrepreneur qui refait le carrelage de la salle de bain et qui s'est installé dans une activité pendant 2-3 ans avant de démarrer comme artisan. Mais l'externalisation dans beaucoup d'entreprises de fonctions qui jusqu'ici étaient dans les entreprises. C'est ça les auto-entrepreneurs, qui est en fait du salariat déguisé. Bon, qu'est-ce qu'on fait contre ce salariat déguisé? Alors il y a le feu de l'actualité sur les taxis. Mais si vous imaginiez ce que racontent les VTC en ce moment sur les constructions juridiques, enfin les constructions ou plutôt les contournements qui existent aujourd'hui, le problème c'est pas seulement de préserver les taxis et d'arriver à racheter leur licence, c'est tout si Uber peut permettre d'indemniser les taxis, ça serait déjà pas mal. Mais on est en train de voir une jungle se créer autour de ces activités-là, de transport, de tourisme, etc. L'économie collaborative ou l'économie du partage peut être une très belle idée, mais elle peut être complètement contournée et détournée. Et c'est là qu'on attend, aussi le Parlement, la puissance publique dans cette fonction de régulation. C'est quoi la régulation? C'est de recréer des règles du jeu en étant respectueux quand même de valeurs. Qui sont la protection des plus faibles contre les puissants, remettre de l'égalité. On a besoin d'un retour de l'État. Enfin, évidemment, il faut que l'État se réforme. On n'a pas un État aujourd'hui qui est en très grande forme. Justement, on a besoin de le faire évoluer. On a beaucoup de fonctionnaires qui sont souvent démobilisés ou découragés par la façon dont fonctionne l'État, l'insuffisance des moyens, des modes de gouvernance. Mais il faut que l'État revienne. On a besoin d'un retour de l'État. Ce qui s'est passé quand même ces 30 dernières années, si on regarde bien les choses, la principale transformation, c'est qu'on avait une économie qui était même très largement dirigée avec une forte présence de l'État. C'était vrai dans les 70, ça s'est beaucoup défait dans les années 80-90, et on n'a pas remplacé le rôle de l'État par la négociation sociale, par d'autres modes de gouvernance un peu équilibrés. On l'a remplacé par le marché. On a une économie qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus libérale qu'on ne croit et qu'on ne dit. Parce qu'on entend que les gens qui se plaignent que ce n'est pas assez libéral. Mais en réalité, elle a déjà été beaucoup libéralisée. Et j'allais presque dire trop, c'est-à-dire qu'au regard de ce qu'étaient traditionnellement les protections, notamment celles apportées par l'État dans différents domaines, aménagement du territoire, droit social, organisation de la fiscalité, organisation de l'économie, on voit bien le mal qu'on a à conserver le contrôle de certaines grandes entreprises. On en a perdu au moins 3 très grandes
depuis quelques années, donc le contrôle a échappé aux capitaux français, on est dans une situation beaucoup plus ouverte et libérale. Je crois que, par exemple, on ne sait pas et on ne dit jamais que, alors que le capital des entreprises allemandes est contrôlé, celles qui correspondent au CAC 40, est contrôlé pour moins d'un tiers par des capitaux étrangers, c'est près de la moitié pour les entreprises du CAC 40 françaises. C'est-à-dire que les décisions d'investissement et de développement sont prises indépendamment des intérêts des salariés et de l'économie nationale. L'évolution a été beaucoup plus rapide qu'on ne dit. Donc moi, je suis très frappé de voir qu'on nous explique à droite, et donc parfois un peu à gauche, qu'il faut moderniser. Oui, il faut moderniser, mais le problème, c'est que ce n'est pas dans le sens de la libéralisation, on est déjà allé très très vite, et beaucoup plus vite qu'on ne croit. Sinon, on ne comprend rien à ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les gens, si on était dans une économie qui était si dynamique et si prête à se transformer, pourquoi est-ce qu'on en serait face à tant de gens qui se plaignent de la situation? Ils se plaignent de blocage, etc., sans doute, mais ils se plaignent surtout de ne pas savoir comment les choses vont évoluer à l'avenir, ni du point de vue de leurs droits, ni du point de vue des perspectives économiques, etc., qui leur sont offertes. C'est surtout ça qu'il faut, c'est redonner une perspective. Et ça, il n'y a que l'État, un État qu'on doit moderniser, parce que je l'ai indiqué, il n'y a que l'État qui peut le faire. Et donc il faut réaffirmer cette nécessité d'un retour de l'État. Dans la Nièvre, on sent bien qu'on manque d'un État qui puisse jouer pleinement son rôle. Je ne critique pas du tout les représentants de l'État, qui sont très bien, qui sont en place, mais non plus forcément aujourd'hui les outils, les moyens pour venir en appui, à telle preuve qu'on est forcé, avec le président du Conseil général départemental, d'en appeler à des services extérieurs de l'État pour venir, comme vous l'avez vu l'autre jour à l'Assemblée du Conseil départemental, dans le cadre du programme aidé, venir nous apporter un appui technique pour monter cet un projet, alors qu'avant l'État avait sur place les moyens pour le faire. C'est un autre exemple du fait que l'État ne peut pas d'une certaine manière, continuer à s'affaiblir comme il le fait aujourd'hui. Nous devons réclamer ce retour de l'État. Alors, autrefois, le Parti socialiste était porteur de projets. On a l'impression qu'il l'est beaucoup moins maintenant. Qu'est-ce que c'est être socialiste aujourd'hui, à un an, presque, à un peu plus d'un an des élections? C'est sans doute une grande différence entre nous, non pas tellement sur le fait d'être socialiste aujourd'hui, je pense qu'on pourra se retrouver sur la définition qu'on pourra en donner, que sur la manière dont on pense pouvoir remettre le mouvement socialiste dans le sens de la marche et d'ouvrir une perspective. Christian, et pour le coup je respecte tout à fait cette démarche. J'ai un nouveau porte-parole. Hein. C'est extrêmement reposant. J'anticipe bien les questions, je vais y répondre. Je vais te dire comment tu pourras commenter, alors tu pourras me dire comment j'interprète ta démarche. Christian continue de penser, même si sa démarche est souvent justement sur la marge, continue de penser que par le parti, par les partis, par les groupes parlementaires, dans la démarche politique, je dirais pas traditionnelle, enfin telle qu'elle existe, il arrivera à impulser un changement. Depuis 3 ans, on voit qu'il s'est beaucoup battu, il a obtenu des choses, mais on voit que la difficulté demeure. Et il se met dans une situation souvent difficile, parce que par rapport à son propre parti, bon, voilà. Donc c'est une démarche, et je crois qu'il pense, on en a parlé tout à l'heure dans le train, donc je crois que je ne trahis pas sa pensée, qu'après 2017, on pourra peut-être arriver avec le Parti socialiste à reprendre les choses en main, remettre les choses en route dans le bon ordre. Moi, je n'y crois plus du tout, pour tout vous dire. C'est-à-dire, je pense que les partis aujourd'hui sont, enfermés à tel point dans leur propre logique d'appareil, d'intérêt, de rente à distribuer dans le cadre des élections, qu'ils n'ont plus cette capacité à se réformer. Ça, je ne crois plus du tout. Donc, ça rend les choses encore plus difficiles. C'est-à-dire que si on veut, pour le coup, essayer de définir un mouvement socialiste, il faut arriver à remobiliser les gens par d'autres manières. C'est-à-dire qu'avant, on le faisait avec des militants. On en a de moins en moins, et ceux qui restent ont du mérite. Donc, il faut retourner chercher les citoyens, leur redonner confiance, leur redonner envie de parler ensemble et de travailler à la reconstruction d'un projet. Je ne dis pas que tout reviendra de la base, parce que ce serait démagogique. Tout le monde n'a pas la solution et la réponse à la question que vous posez. Qu'est-ce que c'est qu'être socialiste? Mais il faut que tout le monde y participe et que les gens réapprennent à poser aussi des points de vue collectifs. Il y a tout à l'heure un débat avec Gilles Finkelstein, j'aurai l'occasion de l'interroger à ce sujet, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'approche qui est la sienne sur cette question justement. Je pense qu'il faut recréer les conditions d'organisation et de débat collectif, mais ça ne peut plus passer par les partis. Maintenant que j'ai parlé à la place de Christian, je vais lui laisser préciser les choses de sa propre manière. Je crois qu'il préférera d'ailleurs. Oui, parce que je ne me reconnais pas totalement dans ce qui vient d'être dit. Très amicalement, pareil. Oui, mais encore une fois, c'est stimulant parce que chacun cherche une voie dans un but commun, c'est-à-dire de réinventer une gauche utile au pays dans des formes nouvelles. Je dis souvent, en citant Tchekhov, des formes nouvelles sinon rien.
Et je ne crois pas, évidemment, que dans 2 ans ou dans 5 ans, les partis politiques français, notamment à gauche, seront les mêmes qu'aujourd'hui. Je pense que nous sommes là, pour le coup, à la fin d'une période qui s'est ouverte avec François Mitterrand au début des années 70, après les errances de la SFIO et ses erreurs. Et bien aujourd'hui, après les errances et les erreurs du Parti socialiste dans sa forme actuelle, je pense que les formes partisanes changeront radicalement après 2017 et c'est tant mieux si on peut commencer avant. Et c'est là où je ne me retrouve pas tout à fait parce que je pense qu'il y a 2 choses importantes qui se jouent en ce moment, là, immédiatement, et qu'il faut regarder de très près. La première, c'est la demande très forte, très majoritaire dans le pays, de primaires de la gauche pour les élections présidentielles. C'est le début d'un dépassement des formes habituelles. Parce qu'en 2011, il y avait une primaire du Parti socialiste. La droite organise des primaires à l'automne. Comment imaginer que le Parti socialiste et la gauche renoncent à ce qui doit être une façon de déverrouiller le débat et aussi de faire émerger de nouveaux visages? Parce que la primaire à gauche, ça ne peut pas être simplement les abonnés de la primaire de 2011. Donc là, je pense qu'il y a aussi l'embryon d'un mouvement intéressant, et c'est très bien que cette primaire soit demandée, je crois, à 70 ou 80%, et qu'il y ait eu des initiatives citoyennes, et pas seulement des partis qui la demandent. Vous y êtes aussi à cette primaire à gauche Moi, je dis que c'était une bonne initiative. Là encore, je n'ai pas signé l'appel pour ces primaires, mais je m'y retrouve. Je pense qu'effectivement, il faut aller dans ce sens-là. C'est le débat que vous appelez de vos voeux. Voilà, tout à fait. Donc ça va plutôt dans le bon sens, ce qui a fait bouger un peu, parce qu'on ne peut pas se résigner à l'idée quand même qu'il n'y aurait pas d'autre choix, éventuellement, que celui qui serait imposé par le président de la République au regard de la situation qu'il connaît lui-même. Hein. En plus, il peut décider de ne pas être candidat, et qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là aussi? Il ne faut pas laisser la gauche dans cet état. Je suis un peu plus dubitatif sur, mais ça c'est mon côté peut-être un peu pessimiste par rapport au système qui fonctionne, sur la capacité qu'auront les primaires à nous sortir justement de cette logique des appareils et des partis. Je crains une réinstrumentalisation. Enfin, c'est mieux des primaires qu'une désignation telle qu'on pourrait en connaître une si il n'y avait pas de primaire. Donc, j'allais dire, c'est pas la panacée, mais voilà, c'est mieux. Mais je reste dubitatif sur la possibilité de changer vraiment les choses, y compris, parce que je crois qu'on a un vrai problème de renouvellement des équipes, quoi. Et je ne crois pas qu'on puisse imaginer qu'à la prochaine primaire se présenteront ou se présenteraient des gens qui apporteront véritablement cette démarche de renouvellement, parce qu'ils auront forcément, pour être plus ou moins connus, partie liée avec la période qui s'achève. C'est ce que j'appellerais un système politique qui est incapable de se renouveler vraiment. Donc voilà, j'ai un doute par rapport à ça, mais c'est mieux que de ne pas les faire. Voilà ma position. Le deuxième exemple, me semble-t-il, qui n'attend pas 2017 et qui, en ce moment, renouvelle aussi les formes d'action politique, c'est la pétition qui a été lancée contre la loi travail. Hashtag loi travail, non merci. Non. Cette démarche-là, c'est une forme d'engagement et d'engagement militant qui ne prend pas les formes traditionnelles, mais qui les oblige aussi à se remettre en cause. Ça vaut pour les syndicats et ça vaut pour les partis politiques de gauche. Bon, les partis politiques de droite, ils soutiennent la loi, donc en totalité ou en partie, en tout cas dans sa forme originelle. Donc ils sont peu concernés. Voilà, je pense que là, il y a des équipes nouvelles, justement, il y a des formes nouvelles d'action, et je pense que c'est de nature vraiment à participer de ce début de nouvelle époque qu'on sent. Enfin, ce que j'appelle, moi, la prochaine gauche. Je pense qu'elle s'invente aussi. Elle ne s'invente pas simplement dans des laboratoires, dans des think tanks. Elle s'invente... La gauche qui vient. Voilà, la gauche qui vient, ou la prochaine gauche, oui, comme on voudra. On a besoin, en tout cas. Voilà, je pense qu'elle s'invente. Elle peut s'inventer dans les débats des primaires. Elle peut s'inventer dans les mouvements sociaux d'aujourd'hui, qu'ils soient dans la rue ou dans le monde numérique, et d'une
façon plus globale, je pense que ce moment-là est très intéressant parce qu'il démontre qu'il n'y a pas justement une résignation. Je suis convaincu, malgré tout ce que nous venons de dire, c'est-à-dire cette déception, cette colère, que les Français sont demandeurs d'un projet optimiste. Absolument. Donc ceux qui se contenteraient d'une critique permanente sans jamais offrir de propositions. Et je crois que nous en avons fait beaucoup, en fait, peut-être pas suffisamment mis en avant, mais si vous regardez ce que nous disons depuis 2 ans, encore une fois, chacun là où il est, ensemble et collectivement, parce que je crois moi beaucoup au combat collectif, je ne pense pas que ça nous distingue, mais je ne crois pas aux vérités solitaires, je crois beaucoup au combat collectif. Je pense que depuis 2 ans, nous avons voulu montrer qu'un projet optimiste à gauche était possible et qu'on pouvait être très constructif dans cette période-là, même si, c'est vrai, on a parfois l'impression qu'il y a un rouleau compresseur libéral qui s'est remis en route et que, curieusement, le volant est tenu par des dirigeants politiques issus des rangs de la gauche. C'est la nouveauté de cette période. Ce n'était pas attendu, ce n'était pas dans le contrat de 2012. Voilà. Et c'est ce qui a créé, c'est vrai, un temps d'arrêt, de stupéfaction, parfois même forme de désespoir. Voilà. Et beaucoup de gens sont atterrés, pas seulement des économistes, mais beaucoup de gens sont atterrés par ce qui s'est passé. Mais en même temps, moi je le sens là, dans les primaires, c'est peut-être pas encore suffisamment massif, dans tout ce qui entoure le mouvement qui naît en ce moment sur la question du droit du travail, il y a beaucoup d'intelligence aussi. Quand j'entends le Premier ministre dire écoutez, il faut 15 jours de plus pour tuer les idées fausses, faire de la pédagogie, expliquer, c'est la politique expliquée aux enfants. Là. Je crois que tout le monde a très bien compris ce qu'il y avait dans cette loi. Pas toujours dans le détail, tout le monde n'est pas Jacques Barthélemy. Bon, on n'a pas tous fait 40 ans de droit social, mais en même temps, ce n'est pas une affaire de pédagogie, c'est une affaire de contrat démocratique et de compromis social qui est en jeu. Et si on passe à côté, effectivement, le pays va se braquer. Voilà, le pays va se braquer fortement. Et moi, je n'invite pas au désordre, mais j'invite effectivement à la mobilisation et à la motivation pour un projet optimiste pour le pays et surtout pour qu'on renonce très vite aux fausses pistes. Je vais vous poser une question indiscrète en vous rasant le matin des fois. Est-ce que vous n'y pensez pas vous lancer dans la primaire? C'est pas à moi que vous posez la question, mais c'était chaque fois que la question m'a été posée, elle l'a été quelquefois, j'ai répondu très clairement non. Voilà, parce que... non, pas encore, non peut-être. J'ai répondu non. J'ai répondu non. Voilà. Chaque fois que j'ai été interrogé, j'ai répondu non. Voilà. Donc je vous réponds non. D'accord. Mais quelqu'un qui a apporté une motion n'a pas. Mais c'est pas, il n'y a pas. Encore une fois, je pense qu'on peut être très utile, et ça là vaut pour chacun d'entre nous. On peut être très utile à son pays, on peut être utile à la réinvention de la gauche, autrement que. J'ai peut-être d'ailleurs à l'égard de ces institutions, maintenant au fil du temps, aussi quelques préventions. Et cette idée qu'il faille être obsédé par l'élection présidentielle m'est assez étrangère. Voilà. Non, parce que je veux dire, alors qui peut porter ce projet optimiste à gauche dont vous parlez? Est-ce que c'est parce que vous avez parlé aussi de renouvellement. Donc ceux qui peuvent le porter sont sûrement des gens qui seront... C'est un peu aussi la réserve que j'avais par rapport à la tribune. C'est-à-dire que cette tribune, elle a un inconvénient, c'est qu'elle a un avantage, c'est qu'elle dit qu'il y a un ras-le-bol, il est ressenti par beaucoup à gauche, donc il fallait sans doute que ce soit dit à un moment donné. Elle a un inconvénient, c'est qu'elle n'offre pas d'issue politique dans le cadre des primaires. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas, voilà, il y a un candidat qui va porter, ou on fera en sorte qu'il y ait un candidat qui porte ce projet. Donc pourtant, il faut créer cette alternative. Donc ça aussi, c'est un peu ennuyeux. C'est pour ça que j'étais un peu réservé, parce que je me dis, s'il s'agit simplement de préparer le coup d'après, c'est-à-dire qui va contrôler le PS après les élections présidentielles, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense que ça n'intéresse pas les... Non, mais je ne dis pas que c'est le but. Je dis, mais le fait qu'il n'y ait pas de candidat, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un dira « je suis candidat à ces primaires », ça oblige le président de la République à rentrer dans le débat. C'est ce dont nous avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est la chronique d'une défaite annoncée. La gauche considère, et les électeurs souvent, mais alors là, désespérés évidemment, parce qu'ils savent aussi les conséquences, ils se plaignent de ce gouvernement, mais ils savent, en tout cas pour les plus modestes, que ça sera bien pire si c'est un gouvernement de droite. Ils se disent « mais alors, quelle issue vous nous
offrez. À un moment donné, il faut quelqu'un ou un processus se mette en place. Alors les primaires y aideront, mais les candidats, il va falloir qu'ils soient. On ne va pas aller les chercher, mais il va falloir que les gens traduisent une volonté et expriment cette candidature. Donc je comprends très bien la réponse de Christian, il a raison sur le fond, mais la Ve République, c'est l'élection présidentielle, et on ne peut pas faire l'impasse sur l'élection présidentielle, soit en considérant qu'elle est perdue, soit en considérant que de toute façon, on n'a pas de candidat et donc il faut parler d'autre chose. C'est toute la difficulté dans laquelle on est. Et on voit bien d'ailleurs le problème, c'est qu'on n'a plus aujourd'hui d'homme de référence qui arrive à la droite. La droite est dans le méta, mais au fond, elle a encore un ancien Premier ministre qui n'a pas été trop usé ces derniers temps, et sur lequel, au fond, elle décide de faire fond. Bon, alors, vous me dites, on en avait peut-être, mais bon, ils ont choisi d'autres pistes. Mais donc, elle a fait parce que, voilà, elle est allée chercher quelqu'un en dehors du jeu. La gauche n'a pas cet élu ou cette personnalité de référence aujourd'hui, pour des tas de raisons, probablement d'ailleurs aussi pour des raisons politiques, parce que personne n'a été capable de rassembler autour d'idées claires au cours des dernières années, mais c'est quand même ça l'enjeu, il faut faire émerger quelqu'un. L'habitude de se ranger derrière l'homme Non, présidentiel. c'est plus vrai ça, depuis la Ve République, j'allais presque dire malheureusement, parce que ça nous a empêché parfois de réfléchir utilement. On peut penser qu'on a manqué certains carrefours à cette occasion-là. Mais je voudrais revenir aussi, pardonnez-moi, là on était sur la politique tout à fait légitime. On peut terminer sur ce point? Ah pardon. Pardon. S'il reste du temps. Hein, comme il y avait une question sur qu'est-ce que les socialistes, j'aurais bien. Mais ça peut être une très belle chute, ça. Oui, c'est ça peut tomber. Chute, je préférerais que ce soit un rebond, mais bon. D'accord, c'est bien, un rebond. Non, sur cette tribune et plus généralement sur l'élection présidentielle, qui est quand même l'occasion pour les Français de reprendre, en tout cas de faire un choix. Bon, j'aimerais que ce soit l'occasion de reprendre en main leur destin, d'aller plus loin que simplement choisir la droite, la gauche. Je sais bien qu'il y a aussi en embuscade d'autres candidates. Mais je pense que là, ce que nous avons voulu dire la semaine dernière, mais ce n'est pas très différent de ce que nous avons fait avec cette motion au moment du Congrès, ce que nous avons fait au Parlement depuis 2014, c'est de dire, d'abord, bien sûr, stop, ça suffit quant aux choix libéraux, mais en même temps de faire émerger quand même progressivement des idées alternatives crédibles. Et avant même de penser à un candidat ou une candidate. Et je pense que ça, c'était absolument indispensable. Parce que sinon c'est un concours entre des personnages, des personnalités, des hommes ou des femmes illustres, et il n'y a ni l'inventaire de ce qui a été fait depuis 2012 par la gauche, qui est quand même très présent dans cette tribune. Il n'y a pas d'idée alternative. Nous en mettons dans le débat. Là, j'ai essayé de le faire, et Gaëtan Gors également sur le Code du travail. On l'a fait à d'autres occasions sur la politique économique. Donc il fallait bien arriver à montrer que nous n'étions pas prisonniers d'une seule politique, d'une pensée unique. C'est le dialogue que j'ai souvent le mardi matin avec le Premier ministre, il se résume à ça. C'est le refus de penser qu'il y a une seule solution à chacun des problèmes. Il y en a souvent, et ce que j'ai redit mardi dernier, c'est arrêter de dire, parce que d'abord ça finit par être méprisant, qu'il y aurait une vérité d'un côté et de l'autre côté des postures ou simplement des critiques. Non, il y a aujourd'hui au moins deux politiques possibles à gauche, et peut-être davantage d'ailleurs, parce que je n'écarte pas Jean-Luc Mélenchon, là aussi je ne fais pas à Jean-Luc Mélenchon un reproche méprisant, comme parfois Manuel Valls le fait à ceux qui sont en désaccord avec lui. Donc je pense qu'il fallait arriver à dire tout ça, et que Martine Aubry et d'autres le disent avec nous aujourd'hui, ça permet de montrer que nous ne sommes pas une poignée d'irréductibles Gaulois dans un bureau de l'Assemblée nationale avec une protestation isolée et qui serait totalement vaine. Non, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont très réparties. Je pense même que la ligne libérale, pour tout vous dire, n'est pas majoritaire au sein de la gauche et n'est pas majoritaire au sein du Parti socialiste. À nous de le démontrer, par exemple, dans une primaire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un choix de candidats ou de candidates? Non. Je pense que le temps des candidatures n'est pas encore venu. Ça ne va pas tarder beaucoup. C'est vrai que le combat d'aujourd'hui, il est, en plus du Code du travail, il est de prendre une décision. Et j'aimerais que les partis politiques de gauche participent clairement à cette décision, sans ambiguïté, sans faux-semblants, sans dessin caché, et que cette décision se prenne en avril ou au plus tard au mois de mai, parce que sinon ça va être très compliqué d'organiser une primaire. Dès que la règle du jeu est connue, eh bien, qu'il y a un temps pour cela, pour qu'il y ait des candidats et qu'il y ait le débat des primaires,
bien à ce moment-là que ceux qui se considèrent comme légitimes, portés par un projet, accompagnés par d'autres, se déclarent. C'est comme ça que la primaire peut être utile. Mais vous ne m'avez pas demandé si je pourrais être candidat à la primaire. C'était sans doute pour ménager ma modestie. Vous avez raison, parce que moi je le serais volontiers, mais ils ne me soutiendront pas. Je suis trop libre par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut voilà, ils vont considérer que je suis trop indépendant. Je pense que j'aurai des difficultés à obtenir des soutiens pour le faire. Gaëtan Gosse avec la liberté le même problème que Bruno Le Maire avec l'intelligence. Je préfère que ce soit ça. La liberté est un obstacle. Je préfère que ce soit ça, finalement. Parce que Bruno Le Maire... Là, ça peut être une tribune aussi. Regardez ce qui s'est passé la dernière fois. Ça a permis à certains de faire passer certaines de leurs idées. Non, il faut vraiment qu'on essaie de retrouver de l'enthousiasme dans la politique. D'abord, nous, on ne peut pas, je crois. Enfin, on s'est engagé, on a quasiment le même âge, même si j'ai un léger avantage sur lui de majorité, de maturité, je ne sais pas comment il faut dire. D'âge. Tout simplement. Mais il faut de l'enthousiasme. Quand on a choisi à 15 ou 16 ans ou 17 ans de dire que la politique était notre vie, même si on avait un métier, même si on faisait des études, etc., mais qu'on voulait s'engager, on avait cet enthousiasme. Quand les gens vont voter, ils ne votent pas toujours avec enthousiasme, mais ils ont besoin de s'engager, de penser notamment à gauche, c'est la caractéristique de la gauche, qu'elle croit à quelque chose qui va se passer, qu'on va changer des choses parce qu'elle se révolte contre l'injustice, et que justement elle a besoin de positif. Et il faut vraiment que cette gauche retrouve d'abord par elle-même cet enthousiasme. Et je ne pense pas, je continue à penser que ça ne pourra pas être à travers les partis, leurs modes de fonctionnement sont totalement rassis, l'esprit qui règne, les habitudes de discussion, tout ça nous enferme et nous tire vers le bas. Donc il faut vraiment qu'on ramène les citoyens dans un local. D'ailleurs, les citoyens en sont conscients, ils ne veulent plus venir dans les partis politiques parce qu'ils savent bien que ça fonctionne d'une façon. Donc peut-être qu'il faudra réinventer des partis à un autre moment, mais il y a une phase à trouver dans laquelle les gens, d'une certaine manière, nous imposent et imposent à la politique de commencer à reparler de façon à la fois concrète et ambitieuse de sujets qui vont rendre de l'enthousiasme aux gens. Et si nous n'avons pas non plus cet enthousiasme, c'est-à-dire que moi je ne peux pas continuer sans ça, si on ne retrouve pas des motivations pour aller de l'avant, essayer de faire bouger les choses, se rappelant d'où on vient, la gauche, elle va, par rapport à la question que vous posiez, elle va souffrir. Alors qu'est-ce que c'est que la gauche? Et plus précisément, le socialisme, c'est pas la même chose, la gauche et le socialisme. La gauche, c'est la République. Elle naît avec, elle s'identifie à elle. Le socialisme, c'est un peu plus que la République. C'est l'idée quand même que il ne suffit pas de donner des droits aux gens, il faut créer les conditions pour qu'ils puissent les exercer. Donc ça veut dire des transformations sociales. Donc en fait, la gauche, c'est une volonté d'organiser la société. Ça peut paraître paradoxal aujourd'hui, mais la gauche, elle dit la société, on ne doit pas la laisser à elle seule. C'est l'opposition du marché, c'est-à-dire que si c'est comme ça peut très vite devenir la jungle, ou au mieux, ça devient une société très inégalitaire, parce qu'il y en a qui réussissent et d'autres qui réussissent moins bien. Donc la gauche, elle veut organiser la société. Pour le coup, elle n'a jamais été autant d'actualité, le socialisme, pardon. L'idée socialiste n'a jamais été autant d'actualité, parce que la société est totalement désorganisée. Et le système économique, on a apporté la démonstration en 2008, puisque c'est sa désorganisation qui a failli nous entraîner vers la catastrophe, et dont nous payons toujours, d'ailleurs, à travers les dettes, etc., les conséquences. Donc il serait quand même curieux qu'on continue à faire confiance à ces solutions. Et cette désorganisation, elle est encore patente sur la question écologique. On voit bien que ce n'est pas le marché qui va apporter des réponses aux questions de limitation d'émissions de gaz à effet de serre, etc. C'est par l'organisation de la société. Donc c'est organiser la société par la démocratie et pour la justice. Une fois qu'on a ça en tête, on voit quand même que les défis qui nous sont posés restent énormes. Mais on a oublié de parler de ça. Organisation, non, c'est le marché. On n'a rien contre le marché, jusqu'à la limite où il met en danger ou la planète, ou l'égalité auquel on est attaché, ou la démocratie. On n'a rien naturellement contre la concurrence et la mobilité, jusqu'au moment où ça affaiblit trop les gens. C'est ça l'idée sociale. Donc on a un boulot formidable si on veut bien se remettre au travail. Et peut-être que ça peut redonner de l'enthousiasme. En tout cas, c'est par ça qu'il faudrait passer. Or, on n'arrête pas de nous dire, non, la politique, c'est des choses sérieuses, il faut être responsable, Oui, il faut être responsable et raisonnable. Mais si responsable et raisonnable, ça veut dire épouser toujours les mêmes solutions, celles qu'on a essayées, et celles qui maintiennent au pouvoir des gens qui appartiennent à un système, à une caste, et bien c'est l'extrême droite qui en profite, parce qu'elle apparaît comme la seule opposée au système. Or, l'extrême droite, il faut aussi dire les choses, elle est partie prenante du système. De quoi elle se nourrit, l'extrême droite? De la dénonciation du système, parce qu'il ne se réforme pas. Donc, tant que nous n'aurons pas compris, ceux qui sont à l'intérieur du système, que c'est par sa réforme et sa transformation qu'on fera reculer à l'extrême droite, elle continuera à prospérer, et ça tournera en rond comme ça, avec une société qui deviendra de plus en plus grise, triste, repliée sur elle-même, égoïste, le contraire de ce qu'un socialiste peut souhaiter.
Voilà, pardonnez ce petit enthousiasme, mais si je ne l'avais plus, je ne sais pas d'ailleurs comment j'arriverais encore à rentrer dans les locaux du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Ou du journal du centre. C'est facile, le journal du centre. Pas tant que ça. Vous croyez en l'idée socialiste, vous ne croyez plus en le Parti socialiste. Pourquoi êtes-vous encore membre du Parti socialiste? Par fidélité à cette idée, comme c'est le Parti socialiste qui s'appelle socialiste, je ne peux pas être ailleurs. Et puis quand je vois les autres partis, je me dis que très sincèrement, je n'ai pas de regret à avoir. Tous les partis sont à peu près dans le même état. Est-ce que j'y resterai longtemps? Ça va dépendre des prochains mois, des prochaines années, mais je ne renie pas non plus ce que j'ai fait, ce que j'ai été. J'y suis engagé depuis l'âge de 16 ans, donc j'ai adhéré au lendemain de la défaite de François Mitterrand en 1974, ce qui ne vous rajeunit pas et moi non plus, surtout moi. Voilà, c'est ça la réalité. On ne casse pas une histoire, quoi. Enfin, moi, j'ai choisi ma vie autour de la politique, autour des socialistes. Ce serait compliqué, comme les vieux communistes qui ont eu le sentiment d'être trahis en 89, de partir. Je le ferais peut-être, mais j'aurais le sentiment d'avoir manqué, je dirais pas ma vie, parce que ce serait excessif, il y a bien d'autres dimensions, heureusement, personnelles, familiales, mais d'avoir manqué quelque chose d'important dans ma vie, oui. Est-ce que vous ne craignez pas, ça sera peut-être la dernière question, justement, dans les jours et par rapport au mouvement qui peut se créer autour de cette loi, qu'il y a un risque d'implosion du Parti socialiste? J'ai assez parlé. La question est suffisamment grave pour qu'on l'écarte pas en disant mais non, on trouvera toujours une solution. Je pense que le gouvernement, s'il se raidit, s'il confirme une forme d'intransigeance malvenue, parce qu'encore une fois, il n'a pas bien négocié, il le reconnaît, il n'a pas bien agi avec sa majorité, il a pris en otage le Parlement avec l'article 49.3, etc. Le gouvernement, s'il se raidit, s'il persiste, court le risque effectivement de braquer, d'abord de s'éloigner des Français, et de s'éloigner de... je crois que c'est ça le risque principal, c'est plutôt cet éloignement du gouvernement, du parti, entre le gouvernement et les Français, entre le gouvernement et le Parti socialiste. Et du coup, c'est vrai, il peut y avoir à ce moment-là des prises de position peut-être encore plus fermes qu'aujourd'hui. Moi, je n'aime pas appeler à la démission d'un ministre ou du Premier ministre, comme disait tout à l'heure Gaëtan. Je pense que là, c'est les idées qu'on doit confronter, et après tout, c'est au président de la République de prendre sa responsabilité. Donc moi, je ne passe pas mes journées à appeler à la démission du Premier ministre. Mais je l'ai mis en garde cette semaine, et même depuis pas mal de temps, sur le risque qu'il y a à une pseudo-intransigeance qui me paraît, moi, en fait, camoufler une grande faiblesse. L'incapacité à rassembler, à réunir, fabriquer du compromis, de l'intérêt général, et surtout de faire adhérer les Français. Voilà. Donc c'est vrai, nous sommes dans une zone de turbulence, là, dans les semaines qui viennent. Si on est sur une conclusion un peu symétrique sur à quoi est-ce que la gauche... Tu as fait l'introduction, tu peux faire la conclusion dans les débats. Non, je plaisante. Non, mais peu importe, si c'est le souhait de nos interrogateurs, des interlocuteurs. Non, je pense que la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a une perspective à gauche dans l'engagement des militants, des citoyens, et pas seulement d'ailleurs dans la gauche, dans le Parti socialiste, mais dans la gauche associative, syndicale, culturelle. Est-ce que ça vaut encore la peine, ou est-ce que on a vécu simplement en avant-première ce que d'autres ont vécu ailleurs en Europe, parce que là il faut élargir un peu le spectre. Il y a en Europe, il y a eu beaucoup de mutations des gauches. Il y a aussi des réinventions. On voit ce qui se passe en Espagne, en Grande-Bretagne, et même aux États-Unis, où Sanders, il ne sera peut-être pas le candidat des démocrates, mais il a quand même réussi à imposer le débat sur le salaire minimum et la réduction des inégalités, ce qui est quand même pas évident aux États-Unis, même si pour nous c'est un peu plus simple, au moins en parole. Bon. Donc si moi je n'ai pas fait le choix de quitter le Parti socialiste non plus, c'est parce que d'abord je ne veux en laisser les clés à personne. Et je pense qu'il faut simplement réinventer complètement la politique à gauche. J'ai dit tout à l'heure comment ça se jouait, me semble-t-il. Mais ce qu'il faut garder, quel que soit après ou avant 2017 les nouvelles formes d'engagement, puis je souhaite aussi qu'il y ait une génération qui émerge là dans cette période, peut-être dans ces mouvements.
Je pense que en fait, ce qui nous distingue de la droite est d'une partie de la gauche aujourd'hui. Et ça vient en fait très souvent dans nos débats hebdomadaires. C'est la volonté de transformer, pas simplement de s'adapter. La pression de la mondialisation, du capitalisme financier dans sa forme la plus brutale, a conduit un grand nombre de femmes et d'hommes à considérer qu'il fallait s'adapter au mieux, et que c'était déjà compliqué et difficile, et que c'était ce qu'il fallait conduire quand on est au pouvoir. Donc c'est ce que fait la droite, comment on s'adapte, etc. Bon. Nous avons toujours pensé qu'il y avait une obligation de transformation, d'amélioration. On a appelé le progrès social longtemps. Aujourd'hui, on voit bien que les espaces de progrès, moi je les crois encore possibles, en grand nombre, y compris dans l'espace national. Dans l'espace européen, c'est plus compliqué, mais on est loin d'avoir eu suffisamment. Je pense qu'on a manqué d'ambition là, dans cette période-là. Le problème, c'est pas seulement d'être plus à droite ou plus à gauche, mais c'est d'avoir une ambition transformatrice. On parlait des services publics, on peut parler du système de santé, d'éducation. Je pense que une des premières rébellions que nous avons marquées au Parlement, c'était au moment de la loi bancaire. Parce que la loi bancaire était notoirement insuffisante, manque de volontarisme. On était encore dans l'adaptation au système financier. C'était un quinquennat paresseux. Pardon ? C'était un quinquennat paresseux. Je pense que ça a été, dans beaucoup de domaines, un quinquennat de basse intensité et sans ambition suffisante, sans volonté suffisante. Et c'est ce qui distingue aussi peut-être la droite et la gauche, et certains au sein de la gauche. La deuxième chose, et Gaëtan l'a évoqué un instant, c'est quand même là aussi l'ambition démocratique. Et la Ve République est aujourd'hui dans son point d'arrivée, là, dans ce quinquennat, victime d'une totale défaillance démocratique. Encore une fois, au sein des partis, dans ce qu'on appelle la démocratie sociale, qui ne fabrique plus véritablement de progrès et d'avancées. Les syndicats eux-mêmes doivent se remettre en cause, évidemment. Et puis, dans les rapports entre les gouvernements et leur majorité, où on est quand même dans une ambiance de domestication, de vassalisation. Et ça, c'est insupportable. Et aujourd'hui, si on en appelle aux citoyens dans la primaire, dans les mouvements aussi sur le Code du travail, c'est vrai qu'il y a besoin de cet oxygène démocratique sans lequel on ne pourra pas grand-chose. Et puis enfin, la question de l'égalité, ce sera, je crois, l'un des thèmes du débat qui a lieu ce soir. Je ne suis pas sûr de pouvoir aller pour ma part, mais je me souviens d'avoir écrit un article en avril 2012 qui était dans la revue Le Débat, qui était l'égalité priorité pour 2012. Parce que j'avais le sentiment que si la gauche arrivant en responsabilité ne mettait pas la question de l'égalité des territoires, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité évidemment dans le partage des richesses, question qui a été quand même largement abandonnée. C'est intéressant de voir quand même que Sanders ramène la question du salaire. Aujourd'hui, la question du salaire et du pouvoir d'achat en France, elle est une question taboue, une question bloquée dans les entreprises et aussi à gauche. À cet égard, Sanders a 72 ans. C'est pas seulement un problème de génération. Oui, bien sûr, mais non, je dis ça. Ça, c'est une vérité objective qui ne va pas faire beaucoup d'émoi entre nous. Bon, voilà, donc si la question de l'égalité doit être portée à gauche, je pense qu'elle ne l'a pas été suffisamment dans cette période-là, où on a beaucoup parlé d'économie, on a parlé beaucoup de politique de l'offre, une politique de l'offre d'ailleurs très paresseuse, pour reprendre votre terme. On aurait pu bâtir une politique de l'offre plus courageuse. La question n'est pas de savoir s'il faut soutenir les entreprises, mais comment on le fait, et dans quel but, avec quel résultat. Et voilà, je pense que la question de l'égalité, elle est aujourd'hui totalement et pour longtemps encore posée, et que
parce que cette question existe, la gauche française a évidemment encore beaucoup de travail. Et pour toutes ces raisons, je pense, moi, que la gauche ne meurt jamais. Et que simplement, il va falloir, avec d'autres, évidemment, pas seulement avec les générations d'aujourd'hui, mais je fais peut-être dans ce qu'on a dit un appel aux générations qui viennent aussi. La prochaine gauche, c'est aussi les générations qui viennent. Je pense qu'on va avoir des bonnes surprises là dans les semaines qui viennent. Et dans les primaires, je vois beaucoup les gens qui sont un peu au travail dans toutes ces initiatives, et je considère qu'il y a une génération politique qui est en train de naître, et je la trouve très intéressante. Et elle ne naît pas, c'est vrai, essentiellement dans les partis politiques. Je donne raison à Gaëtan. La nouvelle génération viendra ou reviendra dans les partis politiques, parce que certains en sont partis. Ils y reviendront probablement, parce qu'il faut trouver de nouveaux partis, il faut construire de nouveaux partis, parce que je crois que c'est la démocratie le réclame, et tous ceux qui font des choses utiles en ce moment en Europe, soit Podemos, Syriza, Corbyn, et il faudrait qu'il y en ait tant d'autres, ils le font aussi tôt ou tard dans des partis politiques réinventés. Voilà, c'est le job. Merci beaucoup. On a fait éclater les comptes.